Bienvenue dans le podcast de Contournement. Moi c'est Alexis et aujourd'hui on va élargir un peu le champ du no-code parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Valentin et Nicolas de Naker.io. Naker c'est quoi ? C'est un outil qui facilite la création de contenu en 3D pour pouvoir intégrer dans vos sites et vos applications pour les rendre plus riches. Et tout ça évidemment sans avoir écrit une ligne de code. Ne vous inquiétez pas, ils vont raconter tout ça dans le détail et en plus comme ils sont très sympas, on s'est bien marré à enregistrer l'épisode. Donc normalement vous passerez un aussi bon moment à l'écouter que nous à le faire. Allez, c'est parti. Alors salut Nicolas et Valentin, bienvenue dans le podcast de Contournement. Donc aujourd'hui on va parler de la boîte que vous avez cofondée qui s'appelle Naker. Bonjour. Vous allez nous raconter tout ce que vous faites. Donc ça va nous permettre d'élargir un petit peu le champ du no-code et de ce dont on parle dans ce podcast, puisque vous adressez une problématique assez particulière, c'est vous proposez de faciliter la création de contenu en 3D. Alors au travers de 3 produits que vous allez nous raconter. Et ça c'est hyper intéressant parce que évidemment tout ça se fait sans code et ça permet d'être inclus dans des sites, des applications sans avoir à coder. Donc je trouve ça assez chouette. Bon, vous allez expliquer tout ça beaucoup mieux que moi, hein, mais voilà, c'était pour situer un petit peu les choses. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, peut-être Nicolas en premier. Moi Nicolas, donc j'ai 27 ans et je suis de Paris. J'ai fait pas mal de pays dans ma vie, qui à Tahiti, à Djibouti, à La Réunion. Et j'ai connu Valentin en école de commerce à Grenoble. Ensuite j'ai fait 2 ans et demi chez Salesforce où j'étais en bizdev et depuis 1 an et demi, 2 ans, on essaie de faire en sorte que le web soit plus cool grâce à la 3D interactive chez Naker. Super, concis, bien efficace. Valentin ? Ouais, moi, Valentin Bichard. J'ai commencé par des études scientifiques à la base. J'ai fait une prépa scientifique, puis une licence maths. J'ai enchaîné avec l'école de commerce, donc où j'ai rencontré Nicolas. En fait, pendant cette école de commerce, j'ai créé une première société qui s'appelle Oma Data et qui fait du big data dans l'immobilier. Et en parallèle de ma data, je me suis aussi amusé à créer un petit jeu vidéo en ligne qui s'appelle Wasana.io. Qui est un espèce de mini Starcraft en fait, mais qui va marcher dans ton navigateur, qui est en 3 dimensions. Et puis en fait, c'est un peu en partant de ce projet, ce side project, qu'est né Naker, dont on va parler. Ok, super. C'était une de mes questions futures, mais bon, t'as un petit peu anticipé. Alors, avant de revenir un peu sur la genèse, dites-nous très rapidement, un de vous deux, ce que c'est Naker concrètement, que les gens comprennent bien. Alors, Naker, en effet, c'est la vision qu'on porte avec ce projet, c'est make the web cool again. Tout simplement, on est parti de ce constat qui est de dire qu'aujourd'hui, tous les sites internet se ressemblent un petit peu, simplement parce que c'est très facile aujourd'hui de faire un site internet. On passe par des CMS comme Wix, WordPress, etc. Mais le problème, c'est que derrière, on va avoir beaucoup de sites qui vont avoir tendance à se ressembler parce que tout le monde va passer par ces CMS, utiliser les mêmes templates de ces CMS. Donc, c'est très bien, ça permet de très facilement faire des sites internet. Mais malheureusement, on a à un moment donné de la redondance. Donc, il y avait un côté avec Nicolas où on trouvait que aujourd'hui, quand tu te balades sur Internet, ça manque un peu de créativité. Alors qu'à côté de ça, on a des technos qui sont apparus qui permettent de faire vraiment des trucs très cool, très immersifs en utilisant du contenu 3D et qu'il y avait en fait un trou, un gap à remplir et Naker est vraiment né de ça, quoi. En une phrase, Naker, c'est une plateforme de design pour créer du contenu 3D interactif sans coder. C'est pas pour faire vraiment de la 3D sans coder, parce qu'au final, quand on design un modèle 3D, on code pas, on design, mais ça reste assez complexe, et on va pas modéliser sur Naker. Par contre, on va utiliser des modèles 3D, soit qu'on a déjà en interne, soit qu'on va aller chercher sur des librairies comme Sketchfab, Google Poly ou autres, et on va les contextualiser pour créer vraiment du contenu 3D. Et ce qui est important, c'est que c'est interactif. C'est-à-dire que on peut voir des images en 3D, des vidéos de motion design en 3D. Nous, en fait, ce qu'on croit, c'est que en faisant de l'interactif, c'est-à-dire que ça bouge quand on scrolle, que ça bouge à la souris, ça permet de plus intéresser les gens et ça rentre plus dans l'esprit des gens, donc ça permet aussi de mieux se différencier par rapport aux autres.
Oui, alors je voulais rebondir donc sur ce que vous disiez effectivement sur le côté no code. C'est vrai que c'est intéressant parce que je pense que le no code chez vous il est à deux niveaux. Il est sur le côté on va rentrer un petit peu, vous allez expliquer un petit peu plus en détail vos trois produits. Mais c'est vrai que quand on va animer les choses, quand on va utiliser déjà quand on va personnaliser en fait utiliser les outils que vous proposez, il y a pas de code. Donc mais comme tu dis la 3D c'est pas forcément non plus que du code. Et il y a aussi le côté intégration, c'est-à-dire que quand on va prendre ce qu'on a créé dans Naker et qu'on va vouloir le mettre sur son propre site, encore une fois, il n'y a pas de code à faire, quoi, mais que des copier-coller, des choses comme ça, quoi. C'est ça, comme tu dis, il y a deux niveaux en fait. Faire un modèle 3D, effectivement, c'est du design. Par contre, intégrer un modèle 3D sur un site internet, là, normalement, on rentre dans du code et du code assez bas niveau et assez costaud. En fait, à la base, c'est une technologie qui s'appelle WebGL, qui existe depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, qui permet de faire de la 3D sans interactive sur le web. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des gens qui maîtrisent le WebGL, que ce soit en France ou dans le monde, c'est une ressource qui est assez limitée, qui est rare et du coup qui est précieuse. C'est assez cher. Et du coup, d'un côté, on permet effectivement de créer du contenu 3D interactif de manière juste en glisser-déposer sur notre plateforme. Ça, c'est le premier niveau. Et comme tu as dit, dans le deuxième niveau, au niveau de l'intégration du contenu dans le site internet, aujourd'hui, c'est vraiment un copier-coller d'un snippet sur exactement comme un Google Analytics ou une vidéo YouTube. Puis on pourrait imaginer dans le futur sûrement encore de simplifier encore plus cette intégration avec des plugins, des choses comme ça, quoi. J'imagine que ça vous y réfléchissez déjà, quoi. C'est complètement un de nos sujets. On a souvent des discussions là-dessus. C'est souvent aussi un besoin qui est remonté par nos utilisateurs. Donc, c'est clair qu'on y réfléchit. Ok. Alors, je veux bien que vous nous parliez du coup de vos trois produits, en quelque sorte trois outils que vous proposez, puisque on peut faire trois choses très distinctes dans Naker. Et si vous pouvez à chaque fois aussi illustrer avec des exemples, des use cases, enfin voilà, des exemples que les gens ont fait. Ouais, en fait, donc aujourd'hui, Naker, c'est une suite d'outils qui vraiment permettent de simplifier la création de ce contenu 3D. Et en fait, pour revenir à ta question précédente, c'est vrai que promouvoir et faciliter la création de 3D, quand on voit le résultat aujourd'hui, on se dit c'est assez évident, mais en fait, quand on revient aux prémices de Naker, ça a été une vraie problématique de savoir en fait à quel cas d'usage on allait répondre. Parce que très bien, aujourd'hui, on peut faire de la 3D sur le web, mais en fait, quelle 3D on veut mettre en avant? C'est une vraie question. C'est une question qu'on s'est longtemps posée et qu'on continue de se poser. Et c'est la réponse à cette question qui nous a amené à créer cette suite d'outils. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire avec Naker? On a un premier outil d'appel qui s'appelle Nakerback, qui simplement permet de faire des backgrounds interactifs. C'est vraiment un outil super simple à utiliser où donc tu vas juste choisir des options, des couleurs. Donc tout fonctionne au drag and drop. Et en fait, vraiment en quelques secondes, tu peux créer un background interactif en 3 dimensions qui va tout de suite apporter un côté vraiment cool à ton site internet, apporter de l'interactivité. Et donc derrière, tes utilisateurs ils vont kiffer se balader sur ton site simplement avec ce petit background. Donc ça, c'est vraiment notre premier outil. Donc quand tu dis un background, c'est vraiment un fond, quoi. C'est-à-dire le fond du site qui va avoir des animations en 3D avec des particules. Parce qu'il y a un truc qui est pas évident, c'est que là on est dans un podcast, donc les gens n'ont pas le visuel, donc essayer de décrire de manière... je sais que c'est pas évident, mais un petit peu quel va être le rendu que les gens vont voir, quoi. Parce que tout ce que vous faites est très très visuel, quoi. C'est ça, faut imaginer par exemple, on a une startup qui nous utilise et qui nous utilise bien. Enfin, le cas d'usage est assez cool. Ça s'appelle HD Rain. C'est une startup dans la météorologie et du coup effectivement ils font tomber des gouttes de pluie sur leur homepage et quand on bouge la souris, ces gouttes de pluie modifient un petit peu leur direction et ça donne effectivement pas mal de profondeur au site. Dans les faits, en fait, les gens restent plus longtemps sur le site en moyenne et reviennent plus. On est à entre 15 et 20% de temps passé en plus et pareil à peu près 15% de recurring user en plus sur le site internet. Et alors le deuxième produit? Donc le deuxième produit qui est aussi un de nos produits d'appel s'appelle Naker Form. Et donc, comme son nom l'indique, est à la destination des formulaires. Et là, l'idée, en fait, même
au départ de cet outil, c'est un besoin qui nous a été remonté par nos utilisateurs, où en fait, depuis le tout début de Necker, quand tu t'inscris sur notre plateforme, on a aujourd'hui un formulaire interactif où quand tu remplis en fait ton pseudo, ton email, etc., tu vas avoir une scène 3D qui va évoluer. Et donc il y a pas mal de nos utilisateurs qui sont venus vers nous, qui nous ont dit votre formulaire d'inscription là, il est vraiment cool. J'aimerais bien avoir la même chose sur mon site internet. En fait, on nous a fait plusieurs fois cette remarque et ça nous a amené donc à créer cet outil qui a donc pour mission simplement de rendre les formulaires interactifs toujours avec du contenu 3D et toujours de la manière la plus simple possible en termes de création et d'intégration. Donc en fait, sur cet outil, comment ça va fonctionner, c'est qu'on va simplement uploader n'importe quelle image dans Neckerform, et à partir de cette image, on va exploser l'image en fait en plusieurs pièces qui seront donc étalées dans la scène 3D, et ces pièces en fait vont se regrouper au fur et à mesure que l'utilisateur remplit le formulaire pour reformer en fait l'image qui a été uploadée. Moi, je trouve que c'est un truc qui est assez génial parce que ça gamifie un petit peu la remplissage du formulaire, quoi. C'est-à-dire, ça incite les gens à le remplir parce qu'ils ont une petite récompense entre guillemets quand ils remplissent chaque champ, puisque l'image se reconstitue au fur et à mesure, quoi. Exactement, et en fait on s'est vraiment dit que c'était une manière de gamifier quelque chose qui est assez clé, on va dire, sur les sites internet, c'est le taux de conversion de leur formulaire, et dans les use cases, il y en a certains qui peuvent l'utiliser pour mettre par exemple un QR code ou un bon de réduction dans le cadre du e-commerce. Ça peut être tout simplement un message de bienvenue, mais effectivement l'idée c'est de rendre l'expérience de remplissage d'un formulaire moins ennuyante. Précision, justement, en fait, nous on fournit pas le formulaire, on va en fait l'outil va tout de suite automatiquement trouver le formulaire sur la page s'il y en a qu'un, et va tout de suite faire le lien avec le formulaire déjà existant. Il n'y a pas besoin justement de faire le lien entre le formulaire et l'outil. Donc c'est vraiment le but, c'est que l'expérience de création soit la plus simple et fun possible. Ça détecte tout seul le nombre de champs, et puis ça détecte tout seul comment il faut découper C'est ça. La progression, etc. Exactement. Et juste, tu donnais un exemple que je trouvais intéressant, c'est, tu disais que ça peut faire apparaître un bon de réduction, par exemple. Ouais, carrément. Et est-ce que ça, c'est une idée que vous aviez, ou est-ce que c'est des utilisateurs qui ont fait ça? Parce que je trouve ça hyper malin, hyper créatif. Pour le coup, donc Necker, on a trois valeurs qui sont universalité, gamification et communauté. On aura l'occasion d'y revenir. Mais donc dans le côté communautaire, il y a une grande partie de ce qu'on fait et de la direction qu'on prend est basée sur les retours qu'on a de notre communauté. La communauté de la 3D sur le web est grandissante mais reste de niche. Et du coup, effectivement, ce cas d'usage de utiliser dans un cadre de bon de réduction sur un formulaire, c'est quelque chose qui est venu vraiment de la communauté. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'une des choses qui m'intéresse aussi un petit peu dans ce podcast et dans ce qu'on enregistre, c'est que vous parliez un petit peu aussi en dehors de l'outil, aussi du processus entrepreneurial, j'ai envie de dire, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, vous êtes trois, vous faites une start-up, vous itérez, toutes ces choses-là. Donc ça, si vous avez des anecdotes là-dessus, n'hésitez pas. C'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est inspirant aussi pour les gens, puisque forcément dans les gens qui écoutent ce podcast, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, de gens qui veulent se lancer, qui veulent lancer des produits. Donc ça, n'hésitez pas à faire un petit peu aussi vos retours par rapport à ce que vous avez appris en créant Necker, quoi. Yes. Voilà, donc ça reviendra un petit peu dans les questions. Si tu veux des petites histoires rigolotes, on a des intégrations qui sont assez fun, qui ont été faites donc en utilisant les outils Necker. Okay. Et c'est marrant parce qu'en fait, nous, on essaye d'aller voir un petit peu tout simplement les sites internet qui vont intégrer nos technologies. Et à chaque fois, on découvre des trucs très fun ou des utilisations de nos technos vraiment fun. Un des premiers auxquels je pense, c'était un vaudou sud-africain qui avait utilisé Neckerback tout simplement pour faire un côté un peu magie sur son site internet où il avait mis des étoiles avec des couleurs très on va dire puissantes, ce qui faisait ressortir, je pense, le côté magique de son savoir-faire en tant que vaudou, et c'était vraiment très drôle à découvrir ce cas d'usage.
Ah super, bah si t'en as d'autres, n'hésite pas. On en a un autre, je sais pas si on peut en parler ici. Euh, disons qu'il y a un site qui vend des poupées, mais pas pour les enfants, qui aussi nous utilise et qui a fait beaucoup de vues pendant longtemps. Donc ça c'est une certaine extrême. Et à l'autre extrême, on a le site des municipales, municipal.app qui nous utilise. Donc c'est assez marrant de voir vraiment, on va du magicien sud-africain au site, on va dire, de e-commerce pornographique américain au site des municipales français qui utilisent, on va dire, de l'interactivité pour engager mieux leurs utilisateurs sur leur site. Ah ouais, c'est effectivement pas mal. C'est ça qui est chouette aussi, je trouve, quand on fait un outil qui est générique comme le vôtre, que les gens peuvent s'approprier, c'est de se laisser surprendre par les usages que vont en avoir les utilisateurs, quoi. Alexis, je vois tes messages dans le chat, je t'enverrai le lien après du site, ne t'inquiète pas. Avec plaisir. Alors, eh ben, on continue sur le troisième outil. Yes, Necker Story, du coup. Exactement. Exactement. C'est notre produit phare. C'est le produit qui existe, en fait, depuis plus longtemps. En fait, tout simplement, on est parti au départ de Necker, on avait fait une étude super complète pour savoir en fait quels étaient les cas d'usage aujourd'hui de la 3D sur le web. En fait, on a fait un truc très simple qui consistait à aller sur le site Awards avec 3W qui recense en fait tous les jours le site le plus cool, le plus joli en fait de la journée, un peu la manière de Product Hunt mais d'un côté design, web design. Et que je vous incite à aller voir. D'ailleurs, ils ont une catégorie en fait qui s'appelle WebGL, qui est la techno qui permet de faire du contenu 3D, et il y a des trucs vraiment incroyables à chaque fois. C'est vraiment très fun à aller se balader là-dessus. Et donc, on a fait une étude sur plus de 1000 sites qui utilisaient du contenu 3D pour savoir comment ces technos étaient utilisés tout simplement. On a constaté que un des trucs qui ressortait très souvent et qui marchait très bien, c'était notamment le storytelling autour de la 3D et notamment l'expérience le terme qu'on entend de plus en plus aussi, c'est le scrollytelling, où en fait, quand on scrolle dans la page web, on va avoir des interactions en 3D qui vont évoluer. C'est un truc qu'on voit un petit peu aussi avec Webflow. Je sais qu'il y a pas mal de cas d'usage avec Webflow où on a des animations avec le scroll parce qu'il le gère très très bien aussi. Sauf que dans Webflow, ça va plus être des effets de CSS avec du parallaxe, etc. Alors que là, avec de la 3D, on va pouvoir aller encore plus loin et faire des trucs encore plus immersifs. Donc on est parti de ce constat-là pour créer Necker Story qui, comme son nom l'indique, permet de faire du storytelling. Et donc l'outil est encore plus puissant que les deux autres produits d'appel, permet d'aller beaucoup plus loin, donc sera forcément un petit peu plus compliqué à utiliser, mais ça reste vraiment du no-code et ça reste assez accessible à tout le monde. Comment fonctionne l'outil? En fait, on va vraiment fonctionner autour d'une journée. En fait, tu vas simplement créer ta scène 3D, donc en important tes éléments, ou comme disait Nico tout à l'heure, en important du contenu 3D depuis Sketchfab ou Google Poly. Donc en un clic, vraiment, tu peux simplement importer du contenu 3D, créer ta scène, et en quelques minutes, tu as déjà des trucs très cool. Et derrière, on va te permettre de créer ce qu'on appelle un journée. Donc en fait, les mouvements de caméra qu'il va y avoir autour de cette scène 3D que tu auras construite, avec l'idée que en fait, tu vas emmener ton utilisateur, tu vas faire voyager ton utilisateur dans cette scène 3D pour lui montrer différents angles de ta scène, différents endroits de ton produit, par exemple. Et en même temps, au passage, tu as l'opportunité de raconter l'histoire en fait de ce produit ou du service que tu as envie de mettre en avant. Pour l'intégration, c'est toujours la même chose que les deux autres outils. Tu as un petit script à copier-coller sur ton site internet et Necker va entièrement recréer tout ce contenu 3D sur ton propre site internet sans que tu aies rien d'autre à faire. Je pense qu'une bonne manière de se projeter sur ce qu'on peut produire avec Necker Story, Necker Story, c'est un mélange entre After Effects, Sketchfab et PowerPoint. Et à la fin, le contenu qu'on y sort, c'est une espèce de vidéo, sauf que la vidéo est pas précalculée, c'est vraiment du web. Et du coup, pour avancer dans la vidéo, il faut scroller. Il y a des moments où, en bougeant la souris, ça va bouger des éléments dans la scène. On peut revenir en arrière, on peut mettre des call to action. Donc c'est vraiment le terme vidéo interactive est à la fois faux parce que c'est pas de la vidéo, mais ça permet peut-être de imaginer un peu à quoi ça ressemble
le contenu 3D interactif, en tout cas une scène 3D interactive créée sur Necker Story. De toute façon, je mettrai dans les notes de l'émission, là, je mettrai des liens vers des exemples pour que les gens puissent tester vraiment tout de suite et voir éventuellement en même temps qu'ils écoutent, bien voir de quoi on parle. Parce que c'est vrai que le rendu est assez chouette, quoi. C'est vraiment... Enfin, moi, qui suis nul en design, en 3D, etc., c'est vrai que là, je me dis, ok, si j'avais un use case comme ça, peut-être pour un client ou pour un projet, pour un produit que je voudrais mettre en avant, bah ça y est, ça me rend accessible cette technologie, cette possibilité de présenter ce que je veux faire de cette manière-là, alors que sans ça, bah forcément, ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû m'adresser, je sais pas, à un animateur 3D ou... C'est ça. Parfait, quoi. En gros, effectivement, la création de contenu 3D interactif existe depuis quelques années. Il y a des agences et il y a des freelances qui font très bien ça. Les use cases sont plutôt... Alors, il y a des use cases, on va dire, qui peuvent être abstraits, etc. Mais le retail est un bon terreau pour ce genre de choses, de tout simplement présenter un produit souvent à forte valeur ajoutée, soit design, soit technologique, donc le luxe, la tech, etc. Et effectivement, l'idée c'est qu'aujourd'hui ça se fait uniquement en custom, donc en codant, et il en implique du coup un coût important et un time to market, un temps de création assez important, parce que il faut tout coder, ensuite il faut intégrer. Si on utilise un moteur de jeu vidéo comme Unity, pareil, il faut transformer l'exécutable en site internet. Nous, en fait, notre optique c'est de permettre l'industrialisation de ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui il y a que des grosses boîtes du CAC 40, bon j'exagère un petit peu, mais il y a quand même des boîtes avec des gros budgets marketing qui peuvent se permettre de faire ça une fois de temps en temps. Avec notre technologie, les marques peuvent le faire plus souvent, et ça permet à des marques qui n'avaient pas 20 ou 30 000 euros à mettre sur un contenu sur leur site, ça permet de baisser énormément le prix de ça, et qu'ils le fassent alors qu'avant ils pouvaient pas le faire. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le côté time to market aussi. Ça me plaît bien parce que c'est vrai que dans cette logique un peu de maker, dans ce mouvement no code, il y a beaucoup de gens qui lancent des projets, qui veulent aller vite, qui testent des idées. Et je trouve que effectivement, c'est ce que vous proposez, ça permet aussi ça permet à moindre frais de pouvoir avoir de la 3D pour lancer son projet. Et peut-être que plus tard, si les gens, le projet marche bien, pourquoi pas faire appel à un animateur. Mais avoir l'opportunité de très vite pouvoir faire des choses soi-même, c'est un peu l'objectif de tous ces outils no-code. Hein. C'est pour ça que pour moi, Necker rentre complètement dans cet écosystème. C'est de pouvoir faire soi-même des choses, de pouvoir les faire vite et à moindre frais, quoi. Exactement. C'est clair que pour revenir sur le cas d'usage et montrer à quel point ce que vous dites c'est vrai, il y a par exemple on a fait un projet avec Caval, qui est une marque de chaussures qui fait des chaussures dépareillées qui ont 7 différences en fait. Et typiquement, on est sur un produit qui va marcher très bien avec notre techno, parce qu'on a pu faire en quelques jours une scène 3D autour de leurs chaussures, où en fait, on va avoir 7 points de vue différents dans lesquels on va montrer les 7 différences entre les chaussures. Donc, à un moment donné, la caméra va venir vers le haut de la chaussure pour dire que une des 7 différences, c'est qu'une chaussure a un œillet et l'autre pas, etc., etc. Donc, on a cette journée, cette expérience vraiment cool autour d'une chaussure. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple aussi qu'on a fait cette fois-ci, c'est un peu plus technique dans l'industrie, où en fait une de nos agences partenaires a utilisé l'outil Necker pour créer plus de 30 scènes différentes pour faire ce qu'ils appellent des technical drawings, qui consiste tout simplement à montrer le savoir-faire de cette entreprise qui est dans l'industrie. Mais en fait, en un mois, ils ont pu, avec notre outil, créer plus de 30 scènes différentes et l'intégrer sur leur site internet. Et donc, on voit que ça peut être très efficace à ce niveau-là en termes de time to market, quoi. Et alors, est-ce que vous avez quelques autres exemples, un petit peu pour illustrer justement quelques use cases vraiment très concrets d'exemples de produits qui peuvent être mis en valeur pour que les gens se représentent un petit peu? Globalement, effectivement, je dis souvent qu'il faut que ce soit un produit à forte valeur ajoutée, soit design, soit technologique, qu'il y ait une histoire à raconter autour du produit. C'est le plus important. Théoriquement, on pourrait dire qu'un stylo bic n'a pas une forte valeur ajoutée design, mais si on a toute une histoire à raconter autour du stylo bic, ça pourrait très bien marcher
on va dire, de faire une scène interactive. L'idée, alors globalement, c'est quand même beaucoup utilisé dans le milieu du luxe, les montres, les sacs, parce que on va avoir besoin de voir vraiment les textures du sac. Ça va marcher avec les chaussures, évidemment. Ça va marcher avec tous les produits technologiques où on va montrer les différentes fonctionnalités, les boutons. On pourrait imaginer par exemple carrément faire une notice d'utilisation d'une dévialée par exemple sous forme de scène interactive où on montrerait chaque bouton à quoi il sert, un peu à chaque fois que la vidéo, le motion design est une possibilité, en fait la 3D interactive est une alternative. Où effectivement on va être sur un process un petit peu différent mais avec l'interactivité en plus par rapport à une vidéo. Il y a d'un côté un peu le wow effect de « ah, j'ai jamais vu ça », et surtout le côté interactif qui fait que psychologiquement on le retient plus parce qu'on passe de spectateur qui subit son contenu à spectateur qui agit dans son contenu. Alors justement, ouais, les gens peuvent aller voir. Vous avez une page showcase, il me semble, ou je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une page en tout cas où vous montrez pas mal d'exemples comme ça. Donc ça, je pense que les gens peuvent aller voir, et les exemples que tu donnes sont vraiment hyper intéressants parce que je pense qu'ils illustrent bien le côté story en fait. C'est-à-dire que je pense que on peut être facilement focus sur le côté visuel, c'est-à-dire on peut prendre une basket et puis la tourner dans tous les sens. Mais moi, ce qui me plaît, c'est quand tu parles de l'histoire qui va avec, et donc on va changer d'angle en scrollant par exemple sur la basket, mais ce qu'il faut, c'est raconter quelque chose qui va avec, quoi. Et donc avoir à côté une explication, une histoire, et ce parcours, il est pas que visuel, quoi. Et ça, je pense que c'est assez important à souligner, quoi. Tu le dis très bien, effectivement, il existe des solutions aujourd'hui, depuis quelques années, pour afficher un modèle 3D sur un site internet. Ça, c'est assez facile, c'est faisable, tu laisses la liberté totale à l'utilisateur de, comme tu dis, tourner autour de la chaussure dans tous les sens. Nous, on s'est rendu compte qu'en général, déjà dans un premier temps, si on laisse l'utilisateur faire ce qu'il veut, on peut être vite perdu parce qu'on se retrouve avec une vue de dessous au niveau de la semelle et on sait plus où est-ce qu'on est. Et surtout, le marketeur, le designer qui crée la scène, il sait exactement les angles de vue qui mettent en valeur son produit. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important, et c'est pour ça que la vidéo marche autant. C'est parce que le contrôle qu'a le designer ou le motion designer sur les angles de caméra et sur ce que va voir l'utilisateur est assez crucial pour présenter de manière satisfaisante un produit. Nous, en fait, on est à mi-chemin justement entre les deux, où le créateur a toujours la main sur les angles de vue qui va bien, l'histoire qu'il veut raconter, tout en laissant à l'utilisateur une certaine liberté et une certaine interactivité. Il y a un autre produit justement sur lequel on travaille et qui est notre prochain produit, et je pense que ça pouvait être intéressant d'en parler ici parce que c'est, on va dire, une extension de Naker Story. Et anecdote du coup, c'est dans tous les retours qu'on nous a fait depuis le début de la création de Naker, c'est l'outil qui a été le plus demandé par nos utilisateurs. C'est un configurateur 3D pour le e-commerce. Il existe pas mal de solutions pour faire ça. À ma connaissance, pour l'instant, je connais pas de solution vraiment no-code pour le faire. Il y a des API qui permettent de le faire. Il y a des agences web qui se sont spécialisées là-dedans. Nous, du coup, alors on est on est en train de travailler sur le premier MVP, mais l'objectif c'est de allier le côté un peu storytelling de Naker Story pour le e-commerce avec un côté configuration produit et toujours dans le même principe, no code et facile d'utilisation et d'implémentation. Je peux te confirmer que moi j'ai déjà eu, quand je gérais une agence web, des demandes de clients effectivement qui allaient dans cette direction, quoi. Et c'est nous, en tant qu'agence web, on va dire traditionnelle, on avait personne par exemple dans l'équipe qui faisait de WebGL ou quoi, on pouvait pas y répondre. C'est-à-dire là, c'était même pas une question de no code, hein. C'est-à-dire que même en code, pour nous, c'était une problématique qui était complexe. Alors, c'était ça il y a quelques années, hein, mais ça c'est pour souligner effectivement que c'est quelque chose qui est demandé. Je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée et qui est complexe à mettre en œuvre, même pour des développeurs. Donc, complètement. Si du ça, coup, c'est une excellente idée.
Du coup, on te donne un scoop là, Alexis. Ah bah, oui, oui. Non, bah en plus, avant même que j'allais arriver sur la question Ah un ouais. petit peu de votre roadmap, mais je suis Mais flatté de. c'est vrai que la partie configuration, je pense, c'est une des toutes premières utilisations de la 3D sur le web. Moi, je me souviens de ma première, en tout cas, expérience avec la 3D sur le web. C'était un configurateur 3D fait par Nike. Aujourd'hui, je pense, ça reste le premier cas d'usage de la 3D sur le web, c'est les configurateurs et évidemment beaucoup dans le e-commerce. C'est les voitures aussi qu'on voit, où on trouve souvent des configurateurs 3D. Donc on peut pas nier le fait que c'est un des cas d'usage les plus importants. C'est clair que nous, c'est un truc qu'on envisage aussi depuis le début, mais comme on est attentif aux besoins de notre communauté, on a vraiment voulu valider ça avec nos utilisateurs, avec leurs besoins, avant de se lancer dans un projet, parce qu'on sait justement que c'est aussi très technique et il y a des barrières en fait tout simplement à la création de ce type d'outils autour de la configuration 3D. Mais on va y venir et c'est clair qu'on pense qu'il y a énormément de potentiel autour de ce cas d'usage. Ah bah justement, alors c'est un peu mes deux dernières questions, elles sont un petit peu liées, c'est ce que tu commences à aborder. Comment vous consultez justement votre communauté? Comment vous avez ces feedbacks? Et la deuxième question, du coup, comment ça influe sur votre roadmap? Et puis, quelle est la roadmap? Ça fait 3 questions, en réalité. Bah en fait, c'est pour le lien qu'on a avec notre communauté, finalement, c'est assez simple. On a le chat en ligne où les gens viennent nous consulter dès qu'ils ont un souci ou autre. Et en fait, on en profite à chaque fois pour demander du feedback. Donc nous, on est ravis de pouvoir aider nos utilisateurs parce qu'ils ont un problème d'intégration, parce qu'il y a un truc qu'ils comprennent pas sur nos outils, etc. Ça arrive et on est là pour les aider. Mais du coup, nous, ce qu'on aime, si la communauté fait partie de nos valeurs, ce qu'on aime, c'est créer un lien avec tous ces gens qui utilisent nos outils pour comprendre déjà comment ils sont arrivés sur notre plateforme, comment ils veulent utiliser notre techno, et c'est l'occasion aussi de leur demander quels sont les autres besoins que vous pourrez imaginer autour de la 3D sur le web. Donc ça, c'est on va dire une des premières étapes qui nous permet d'avoir du feedback. Ensuite, on va aussi évidemment passer par des mails. On va aller simplement cibler les utilisateurs qui sont vraiment au taquet sur nos outils pour aller les contacter et organiser des calls avec eux, parce que c'est toujours aussi très agréable. Enfin, quand on a une communauté, ce qui est le plus important, c'est d'avoir une vraie relation avec nos utilisateurs. Et donc, ça passe par des calls, ça passe par des rendez-vous physiques, qui sont actuellement un peu compliqués, mais être sur le maximum d'événements possibles, en organiser certains, faire des meet-up, c'est ça qui permet d'être proche de sa communauté. Et donc, on fait beaucoup de calls, tout simplement, avec nos utilisateurs. Pour à chaque fois, donc dans cette même logique d'être proche de nos utilisateurs et récupérer un maximum de feedback. Ouais, aujourd'hui, en fait, pour nous, dès le départ, ça a été non seulement une volonté, mais une nécessité. Tu parlais un peu d'anecdotes sur la création de boîtes. Nous, Necker, quand on a créé ça, on avait conscience, on l'a toujours, de créer une boîte à partir d'une vision et pas forcément d'un besoin marché évident, dans le sens où les gens se lèvent pas le matin en se disant je veux de la 3D sur mon site internet. Ils savent même pas que c'est possible dans la grande majorité des cas. Et on n'a pas des dizaines de concurrents qui marchent bien partout dans le monde à benchmarker pour voir un petit peu ce qu'il faut faire. Donc nos deux seules, on va dire, sources d'inspiration, c'est notre intuition et ce que nous disent nos premiers utilisateurs. Et c'est là l'avantage d'être dans une niche entre guillemets de la 3D sur le web, parce que ça nous permet d'être vraiment assez proche de ces utilisateurs. On en a 5000 aujourd'hui, on a un groupe Facebook avec un peu les gens les plus impliqués, de 150 membres à peu près, et de toute façon que c'était un choix pour nous. On pense vraiment que la valeur de notre outil passe uniquement presque par l'utilisation
que font nos utilisateurs de l'outil. C'est vraiment la communauté qui fait toute la valeur de l'outil. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a 95% de nos utilisateurs qui sont gratuits. Et on cherche avant tout à continuer à co-construire l'outil avec nos utilisateurs avant de chercher à monétiser absolument la plateforme. Donc c'est vraiment je fais souvent l'image de on est le capitaine, on est des capitaines de bateau, on a notre intuition effectivement, c'est-à-dire notre vue qui nous dit d'aller à droite ou à gauche, et on a nos baromètres de navigation, et ça c'est tout le retour de nos utilisateurs, que ça soit des retours on va dire qualitatifs, donc via les calls comme dit Valentin, mais aussi les retours quantitatifs, les datas qu'on a à propos de l'utilisation en fait de notre outil, et qui est le driver important de notre roadmap sur les produits actuels et sur les futurs produits. Il y a un côté aussi où finalement c'était une nécessité dès le début, dans le sens où moi très bien, je me suis amusé à faire un jeu vidéo en ligne dont je parlais au tout début, mais c'est pas, on peut pas non plus créer des jeux vidéo toutes les 5 minutes pour Internet. De la même manière, Nico faisait de la vente chez Salesforce, mais c'est pas un expert de l'e-commerce et du marketing sur le web. Et donc, en fait, être proche de nos communautés permettait de combler ce manque, qui est, ce manque, on va dire, d'expertise autour de la 3D sur en tout cas, des cas d'usage qu'on peut faire de la 3D sur le web, et donc en plus d'avoir des feedbacks sur les outils, ça nous permet aussi de mieux savoir sur quel usage se positionner, comme le configurateur dont on vient de parler, mais il y en aura plein d'autres à venir. C'est clair que je me souviens, j'avais fait un master entrepreneur et on m'avait parlé beaucoup de la légitimité de l'entrepreneur, qu'il fallait lancer des business sur des sujets sur lesquels on était légitime absolument, etc. Je trouve que pas forcément, et effectivement la communauté a une réponse à ça. Il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est assez rapidement, il y a à peu près 6 mois, 1 an, on s'est rendu compte qu'effectivement c'était tellement important pour nous la communauté qu'il fallait que on intègre en fait quelqu'un dans l'équipe qui soit pleinement dédié à ça, et en fait Jennifer qui est la 3e de l'équipe nous a rejoint l'été dernier, et du coup en fait son rôle entre autres, même si un rôle dans une équipe de 3 c'est très flou, mais son rôle c'est vraiment d'être au cœur de la communauté, de récolter toutes ces feedbacks, et du coup de nous aider sur la partie justement produit, pour allier le retour de notre communauté et notre roadmap produit. Donc c'est aussi une question de ressources humaines finalement. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas dit finalement quel était votre rôle à chacun de vous deux dans le projet et dans l'équipe. Biche il fait la technique, moi je fais des blagues, et Jen elle parle aux utilisateurs. Pas mal. Nico, ça me paraît une bonne équipe. Des blagues. C'est pas si drôle que ça de toute façon. Non, clairement pas. Non, mais ça peut être un business model aussi. Pour revenir à la question précédente, c'est vrai que je pense que, comme disait Nico, tu n'as pas besoin d'être légitime pour te lancer dans un projet. Donc là, c'est une parenthèse un peu entrepreneuriale. Moi, quand j'ai créé ma première boîte, donc Comadata, qui faisait du big data dans l'immobilier, j'avais jamais travaillé dans l'immobilier, j'avais jamais fait de big data. Mais justement, le fait d'avoir ce regard un peu neuf quand tu te lances dans un projet où, en fait, tu connais rien au truc, mais tu vas arriver avec ta vision des choses, ton angle d'attaque fait que, d'une certaine manière, ça va faciliter le fait que tu vas te différencier par rapport à ce que font tous les autres. Donc avec Necker, finalement, c'est un peu pareil. Nous, il y a un côté où finalement, on trouve ça vraiment trop cool de faire de la 3D sur le web. On est un peu des geeks aussi à la base avec Nico, donc ça nous parle. Pour autant, on n'est pas des experts du web marketing. On va arriver avec un angle différent, mais qui nous offre tout de suite une différenciation et qui fait que on va parler finalement à beaucoup de gens, quoi.
Yes. Sur Homodata, tu t'étais chauffé puisque du coup, tu as été CTO d'une boîte de big data dans l'immobilier, alors que 6 mois avant, tu savais pas coder. Donc là, pour le coup, c'était vraiment se lancer. Enfin voilà, se lancer, c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat. C'est tester, apprendre et apprendre sur le tas aussi. Bah, Compléter autodidacte, les hein, les gars. compétences qui manquent et De, apprendre ce qu'il faut, quoi. Je pense que contournement, c'est un sujet que vous connaissez très bien et le côté autodidacte chez l'entrepreneur est hyper important et encore plus aujourd'hui où on voit qu'avec tous les outils no-code qui sont sortis, on peut très vite faire des choses incroyables et donc faut en profiter, quoi. Exactement, oui. Aujourd'hui, on peut tous apprendre certaines des choses qui nous manquent, on peut compléter et quasiment se faire des one-man company, j'allais dire assez facilement, pas forcément facilement, mais en tout cas, les outils et les méthodologies et les documentations existent pour ça, quoi. C'est ça. Alors, du coup, vous n'avez pas trop répondu par contre sur la roadmap. Enfin, vous avez bien répondu sur le 1, donc on exclut le prochain outil, produit que vous comptez sortir. Ou je sais pas si c'est le prochain, ou en tout cas c'est un qui est sur votre roadmap. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors c'est effectivement le prochain. L'idée ensuite, globalement, à chaque fois on pose la question et avec notre communauté, où est-ce que on peut apporter une valeur ajoutée en mettant de la 3D interactive sur un site internet. Donc effectivement, nous ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un petit peu sur l'ensemble des sites internet qui existent, quels sont les moments importants. Que ça soit les moments où il y a de la conversion, les moments où où vraiment on va pouvoir agir sur les KPIs d'un site. Et du coup, effectivement, on peut imaginer énormément de choses. On peut imaginer des headers juste en 3D, on peut imaginer des call to action en 3D, on peut imaginer des carousels en 3D, on peut imaginer énormément de choses. On a une petite, une grosse plutôt carte slide, comme des notes où on a la liste de tous les produits qu'on a imaginé ou que on nous a fait imaginer avec notre communauté. Et après, à chaque fois, on fait le même principe, c'est on se réunit entre nous pour décider quel est le prochain, avec cette volonté qu'on a de sortir un produit tous les 3 mois, euh, et effectivement de le faire très vite tester le plus tôt possible auprès de notre communauté. Ok, excellent. Écoutez, je pense qu'on a pas mal parlé un petit peu de tout ce que vous faites, c'est assez chouette. J'ai quelques questions un petit peu plus générales pour savoir plus sur comment vous fonctionnez en tant qu'équipe et notamment si vous utilisez des outils no-code dans votre équipe. Yes, en fait, tout simplement, moi je m'occupe de la partie technique, mais je vais vraiment être focus sur tout ce qui est web app, c'est-à-dire nos outils qui permettent de créer ce contenu web 3D. Ensuite, toute la partie landing, en fait, va être gérée par Nico. Nico, qui est en fait un no-codeur, on dirait pas comme ça, mais Nico maîtrise très très bien Webflow en fait. On utilise tout simplement Webflow pour créer nos landings. Et pourquoi Webflow? C'est que donc déjà l'outil est très cool, hein, comme tout le monde le sait, permet d'aller très très loin dans la customisation du site internet, mais en plus ça s'intègre très bien avec Necker en fait. On peut très facilement joindre, ça marche très bien avec tous les CMS, mais encore plus avec Webflow. L'intégration de contenu 3D Necker sur Webflow se fait très très bien. Donc le choix de cet outil était logique. Ensuite, on utilise beaucoup aussi Airtable en interne, que ça soit pour le suivi de projet, pour l'organisation de certaines choses et on a même fait quelques petites intégrations en fait entre nos web apps et Airtable. Donc on est pas mal au taquet avec cet outil. Nico, tu vois d'autres outils no code? Alors Phantom Buster qu'on utilise Oui, un c'est peu vrai. sur la partie un peu grosse, qui permet de faire on va dire de l'automatisation un peu à la Zapier, mais Orienté grosse. voilà, plus orienté grosse. Euh, Après, qu'est-ce qu'on utiliserait d'autre sur le code. Bon, d'un côté, alors faudrait tous les CMS quasiment du monde sont des outils no code finalement.
plus ou moins. Donc nos utilisateurs utilisent énormément des outils, les CMS. Mais ouais, les deux principaux, c'est vraiment Webflow et Airtable aujourd'hui qu'on utilise avec Phantom Buster. Et c'est vrai que Webflow, en fait, on l'a commencé à l'utiliser avant même de savoir ce que c'était le no-code. Et ça tombait tellement sous le sens de se dire, bah oui, en fait, HTML, CSS, c'est top. Mais moi, en tant que non dev, je me suis jamais vraiment intéressé à apprendre ce que c'était le HTML CSS, et finalement en utilisant Webflow et qui transforme du coup l'HTML CSS en tout simplement bouton visuel, donc du visual coding ils appellent ça, je me suis mis à apprendre ce que c'était le HTML CSS, alors avec un peu l'aide de Piche de temps en temps, et maintenant du coup je serais pas forcément capable de d'écrire du code HTML CSS, mais je suis capable de lire et de comprendre où est-ce qu'il y a un problème. Et effectivement, c'est ça aussi la force, je trouve, des outils no-code, c'est que non seulement, oui, on dit qu'ils permettent de faire des choses sans coder, mais je trouve aussi que souvent ils permettent aussi un peu de comprendre la philosophie du code et de monter en compétence sur le code en lui-même. En tout cas, avec Webflow, moi, ça m'a fait ça. Ouais, il y a des vraies vertus pédagogiques en fait sur Webflow. En tout cas, je pense que ça c'est tout à fait vrai ce que tu dis c'est l'outil parfait pour apprendre le HTML, CSS, pour le pratiquer du moins, je dirais. C'est clair. Alors juste une question sur Webflow parce que je trouve que votre site est vraiment stylé et beau. Enfin, vous avez un designer ou c'est toi qui fais aussi le design? Je pense que c'est un bon exemple de une réussite, on va dire, d'un point de vue itération et communauté. En gros, on n'a pas de designer. Moi, j'aimais bien utiliser Photoshop quand j'étais au collège, mais mon expérience de design s'arrête là. Et on a fait beaucoup d'itérations sur notre site internet avec on va dire un objectif, c'est d'avoir un taux de conversion le plus élevé possible entre visiteurs du site et inscrits sur la plateforme. Et du coup, c'est ça qui nous a drivé. Je pense que en 1 an et demi, on a dû faire une dizaine de versions du site différentes, avec chaque fois en amélioration continue. Et du coup, non, on n'a pas de designer. C'est vraiment juste essayer de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et qu'on aime bien. Ça, on n'a pas besoin de compétences en design pour ça. Essayer de prendre des blocs un peu, faire du no-code, quoi, de prendre des blocs un peu à droite à gauche pour faire quelque chose qui nous paraît cohérent. Et aujourd'hui, on a un site internet qui a un taux de conversion de 18-19% avec 4 ou 5 000 personnes qui viennent chaque mois sur le site. Donc, on en est hyper content. Et c'est, je pense, un bon exemple de réussite no-code / communauté. Ouais, et puis super, c'est un super use case, ouais. C'est vrai que ce qui était quand même important pour nous et pour la plupart des sites web de landing, c'est en effet le taux de conversion de ton site internet. Pour nous, le premier truc, c'était quand même de montrer que on peut faire des choses très jolies et très cool en utilisant la 3D sur le web et des outils comme Necker. C'était aussi un des points clés, évidemment. Mais en plus, ça montre que ça marche tout simplement. On voit le cas d'usage de notre site internet, le fait d'avoir un taux de conversion de 20%. Je pense que si j'en parle avec la plupart des web marketeurs, c'est assez exceptionnel. Donc ça montre en fait que l'utilisation de la 3D a ses vertus et a son potentiel sur le web, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que vous êtes vos propres clients. Vous mettez en avant vos outils forcément sur votre site, donc vous les utilisez de la même manière que les utiliseraient vos utilisateurs, quoi. Je pense ouais, t'as dit un truc assez vrai. Quand tu crées un outil comme ça, il faut absolument que le premier utilisateur, que ça soit chronologiquement ou même en termes de volume, en tout cas au début, que le premier utilisateur ça soit toi. Si t'es pas ton propre utilisateur de ton outil, c'est compliqué. C'est compliqué. Comme on dit dans le milieu des startups, eat your own dog food. C'est ça, exactement. J'ai hésité à la faire. Tu m'as devancé. Tu peux la faire en français aussi, sinon. Alors, écoutez, j'ai une dernière question pour chacun de vous. Vous pouvez répondre indépendamment, qu'on pose à tous les invités qui passent sur le podcast. Donc, savoir si vous avez un side project ou si vous aviez un side project, qu'est-ce que ça serait, pardon, que ça inclut de la 3D ou non. Voilà, mais en tout cas à faire que vous feriez en no code. Je sais pas qui veut commencer, Valentin peut-être.
Alors, no code, très intéressant. Alors en fait, moi, comme je disais, j'ai créé un jeu vidéo qui s'appelle Wasana.io, donc le mini StarCraft qui fonctionne dans le navigateur. Je continue à m'amuser en fait à essayer de prendre un peu de temps pour créer d'autres jeux. Donc ça, c'est un side project en cours. Donc il y a un autre jeu qui normalement doit bientôt paraître sur le web, qui encore un scoop, va s'appeler Cosmos.io. Même moi, j'étais pas au courant du nom, du coup, je l'apprends. Ah, super exclu. Alors, vas-y, vous me gâtez là. Mais j'en dis pas plus. Si, moi, je peux dire que tu l'as co-créé avec ta petite sœur. Oui, oui, du coup, alors pour ce projet-là, j'ai une petite sœur qui a 12 ans en fait, et je fais beaucoup appel à ses conseils pour créer ce jeu. Ça me permet aussi de passer du temps avec ma petite sœur, et puis c'est marrant de voir la vision qu'elle a autour du jeu vidéo, et qu'est-ce qu'elle aimerait bien jouer en fait. Donc je pense que le résultat va être très cool. Et en fait, du coup, moi, je pense à un outil que j'ai pas encore appréhendé, mais je pense que je testerai un de ces quatre, qui s'appelle Buildbox, si je me trompe pas, qui permet de faire des jeux vidéo, mais en no code aussi. Effectivement, je pense que c'est un petit peu la référence actuellement pour les jeux un peu type arcade, enfin, ou avec une mécanique, quoi. Et de mon côté, je pense qu'effectivement, moi je trouve que c'est hyper important d'avoir un side project toujours, en tout cas de développer des passions à côté de ce qu'on fait, qu'on soit entrepreneur ou pas, pour éviter d'avoir vraiment la tête dans le guidon tout le temps. Je pense que les moments où on fait autre chose, qui sont rares, sont hyper importants, dans le sens où c'est là où notre inconscient va nous faire remonter des idées éventuellement, parce qu'on pense à autre chose, et qui nous permet d'avancer. J'ai pas de side project qui utilise du no code à proprement parler. Par contre, je fais un peu de musique à côté, un peu de son, et c'est vrai que ça me permet, des fois, je finis une session de musique à 1 ou 2 heures du matin, et je suis fatigué, je vais me coucher, hop, j'ai 2-3 idées qui me pop dans la tête concernant Naker. Alors elles sont pas toujours bonnes. Le lendemain, je vais voir Jen et Peach en mode j'ai une idée. Mais parfois, on en a retiré des choses intéressantes. Et notamment un exemple très récent qui est assez marrant, c'est on commence à faire des vidéos tutoriels sur notre outil, parce que c'était quelque chose que nous a beaucoup demandé, les tutoriels, et on cherchait justement à trouver un moyen de le faire un peu fun et différenciant, pour que ça soit un bon moment pour tout le monde. Et en fait, assez naturellement, c'est même pas une idée qui est venue de moi, c'est une idée de Valentin. On s'est dit qu'on allait tourner un petit peu ces vidéos avec le thème un peu du rap, avec un peu de son en fond, avec des backs, c'est-à-dire des gens derrière qui vont répéter ou qui vont accentuer certaines choses que dit la personne, pour donner un petit peu de dynamisme et de fun à la vidéo. Donc je trouve que c'est un bon exemple. Alors c'est pas dans le no code, mais c'est un bon exemple de les side projects et les passions qu'on développe à côté servent. C'est pas juste pour s'aérer l'esprit, c'est vraiment efficace, je pense. Ouais, je pense que effectivement, il y a une première vertu de pas être monomaniaque sur son projet principal, et en plus potentiellement d'alimenter, comme tu dis, en idées, en créativité, le projet principal, quoi. C'est ça. Ok, bah écoutez, super, merci beaucoup pour cet entretien. Où est-ce qu'on peut vous trouver du coup sur les réseaux sociaux, tout ça, enfin un peu, si les gens veulent vous suivre, en savoir plus sur Naker, et vous contacter potentiellement. On a du coup notre site internet, donc naker.io. Là, on est le plus actif, c'est sur Twitter, donc c'est @nakerwave, la vague Naker. Et tout le monde peut nous contacter soit via le chat sur notre site ou sur notre appli. L'inscription est gratuite et tout le monde peut s'inscrire, c'est ouvert. Et éventuellement, si vous voulez nous envoyer un mail, vous nous lancez un frisbee, donc frisbee FRISBEE @naker.io. C'est notre adresse de contact. Ah, pas mal, sympa. Bon bah super, merci beaucoup. Valentin, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ou c'est... Non, merci à toi Alexis pour l'accueil et ce podcast. Ce fut un plaisir. Passe le bonjour à Rowan de notre part. Merci, je le ferai. Il écoutera ça.
Erwan, d'ailleurs, que j'ai vu avant-hier dans un talk avec Ben Tossell de MakerPad. Tout à fait, chez The Family, ouais. C'était très intéressant. En anglais. Ouais. Non mais en tout cas ouais non franchement il y a pas beaucoup de collectifs à mon sens comme le vôtre qui poussent le no code et bah du coup merci pour ce que vous faites et je pense que ça va enfin on prêche des convertis mais ça va vraiment dans la bonne direction je pense que la France est après les États-Unis un des pays les plus actifs et dynamiques sur le thème no code et ça fait plaisir. Ouais, bah on est assez fiers de cette communauté et de tous les éditeurs et les créateurs qui y participent. Donc, effectivement, je pense que tous ensemble, on va arriver à faire des choses assez chouettes. Cool, trop bien, Bon. trop bien. Et bah, à très bientôt alors pour se Merci reparler de tout ça. À bientôt. Salut. Que tout le monde prenne soin de soi. Ciao, bye bye. Salut.